Go. Alors, Après. Tu vas escaler ton truc. Alors, que reste-t-il à voir? Parce que si tu veux vraiment le dire, tu le mets sur La commission rogatoire. Tu le mets sur la bouteille. bon, ça y est, c'est ouvert. Voilà. Merci. Voilà. Alors, la mise en examen. Donc, alors, qu'est-ce que peut faire le juge? Donc là, il le met en examen. Hein. Ensuite, il a le choix de se dire qu'est-ce qu'il va en faire. Bon, il peut soit le placer sous contrôle judiciaire, soit le laisser comme ça, mais bon, c'est relativement rare. Soit le placer sous contrôle judiciaire avec diverses obligations, pointer, ne pas rentrer en contact avec telle personne, etc. Avec des obligations qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent entraîner la mise ou le placement en détention provisoire. Alors, soit saisir quelqu'un, donc un nouveau personnage de la procédure pénale, qu'on appelle le JLD, créé par la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence et les droits des victimes. Et JLD, qui est souvent de permanence et donc qui a été surnommé Jamais libre pour dîner. Ah oui, c'est bien sûr. Jamais libre pour dîner. Jamais lu. JLD. Le JLD. Voilà. Et donc, à ce moment-là, si le juge d'instruction veut que le mis en examen soit placé en détention provisoire, il doit saisir le juge des libertés et de la détention, ou avant 2000, il pouvait lui-même placer en détention provisoire. Simplement, on a constaté, notamment des bonnes habitudes, notamment chez une juge d'instruction célèbre au pôle financier qui s'est lancée depuis dans la politique, Oui. que, mais ce n'était pas la seule, que c'était une détention provisoire pour faire avouer. Et qu'il y avait la chambre d'accusation après la chambre d'instruction, qui théoriquement contrôlait la détention provisoire, mais bon, certains l'appelaient la chambre des évêques ou la chambre d'enregistrement, c'est-à-dire que les appels avaient toujours assez peu de chances d'aboutir. C'est moins vrai, hein, je précise. Donc, il saisit le juge des libertés et de la détention, et donc il l'emmène, donc il passe chez le juge des libertés et de la détention, et il y a donc en présence du ministère public, qui va requérir la plupart du temps le placement en détention. Et à ce moment-là, c'est le juge des libertés et de la détention qui décide. Alors en vertu, donc là, faire avouer, c'est pas un motif. C'est pas du tout un motif. Avant, il faisait ça, mais alors il y avait même un nom, un doux nom donné à ça. Ça s'appelait attendrir la viande. C'est une pression équitable, en fait. Ah oui, c'est très équitable. C'est ça, ton père. Équitable, oui, si on veut. Non, c'est une pression totalement inéquitable. Ah, inéquitable, on est d'accord. Alors, et ce qui fait que maintenant, c'est régi par l'article 144 du Code de procédure pénale. Bon, je ne l'ai pas mis, mais là, c'est les raisons, il en faut une au moins pour placer quelqu'un en détention provisoire. Alors, je cite en vrac et dans le désordre, hein. Ça peut être pour la sécurité du mis en examen lui-même. Bon. Ça peut être pour le risque de trouble à l'ordre public. Là, pour le coup, ça rentre en ligne de compte. Comment ça, le risque De trouble à l'ordre public, ouais. Ça peut, quelqu'un qui a fait quelque chose de particulièrement gratiné, auquel tout le monde veut, enfin, c'est bon, que tout le monde veut pour pouvoir se le faire, enfin voilà. Donc, bon, pression sur témoins, pression sur partie civile, les preuves, risque sur les preuves, enfin voilà. Donc, en gros, tout ce qui peut altérer le bon déroulement de l'enquête. Tout à fait. Mais maintenant, ce truc-là de trouble à l'ordre public, soi-disant, on ne trouve plus, quoi, parce que les gens sont quand même bien protégés. Non, il y a oui, mais bon, c'est... c'est... être évoqué tout le temps.
c'est un peu, moi je dirais que c'est un peu dans la même chose que pour la sécurité de la personne. Oui, il y a le risque de récidive aussi, tout simplement. Si tu commets une récidive, c'est un trouble à l'ordre public. Non, pas de récidive, de réitération. De réitération, parce que récidive, c'est plus une condamnation. Oui, c'est vrai. Il réitère sans condamnation. Voilà, risque de commission d'infraction. Voilà. Donc je crois qu'il y en a 7, 6 ou 7, il en faut au moins un. Et encore, ça dépend de l'âge, etc. Voilà. Et c'est susceptible. Alors tous ces ordonnances, comme la mise en examen d'ailleurs, sont susceptibles de recours devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel, puis après cour de cassation. C'est-à-dire que chaque acte du juge, chaque ordonnance du juge est susceptible de recours. Appel, cassation. Alors voilà, maintenant on va attaquer la partie civile. Et c'est là justement... Bon, j'ai mis des points de suspension parce qu'il y avait un paragraphe qui n'était pas primordial à ce stade-là. Voilà. Qui se présente lésé par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent. C'est ça. Alors, normalement, le parquet a l'opportunité des poursuites. Bon, à côté de ça, on pouvait dire s'il y a un parquet qui est vent debout contre l'ouverture d'une information judiciaire pour telle ou telle raison, il faut quand même laisser une porte de sortie au justiciable. C'est là. La plainte a des constitutions de partie civile, donc elle se fait devant le juge d'instruction. Mais bon, avant, il y a une plainte aussi. Oui. Et avant... Attends. Une question que je voulais quand même te poser sur la partie Non. civile. T'es obligé d'avoir un avocat ou pas? Non. Mais bon, je termine. Voilà, ce que je propose, c'est que je fais à peu près un petit quart d'heure, et après on débat. Un petit quart d'heure, et après on débat. Hein? Je fais vite, et après on débat. Alors, mais on peut porter plainte sans attendre qu'un juge d'instruction soit saisi. C'est ça. Donc on peut aller dans un commissariat ou une gendarmerie. Alors, quand on voit une obstruction, que ça passe en main courante, moi j'ai toujours une solution. Hein, parce qu'on peut évidemment aussi porter plainte devant le procureur de la République. On l'envoie directement au parquet, plainte entre les mains, accusé de réception. Alors, on a une main courante, pas de problème, on expose les faits, on prend sa main courante, et puis ensuite, on porte plainte auprès du procureur en y voyant une copie de la main courante. Bon, c'est ce que j'ai failli faire pour un... On peut Voilà. se constituer super. Attends, justement. Voilà, alors, on porte plainte devant le procureur de la République. De toute façon, il faut savoir que même si on porte plainte dans un commissariat, avec la copie, il faut l'envoyer en recommandé accusé de réception en vertu de cet article au procureur. Pourquoi? Pour être partie civile. Non, pour le moment on est plaignant, on n'est pas encore partie civile. On envoie la copie de la plainte au procureur, on porte plainte directement auprès du procureur de la République. À ce moment-là, il y a un délai qui démarre. Voilà, parce que la plainte avec constitution de partie civile, c'est-à-dire soit qu'il n'y a pas de procédure de démarrer, donc c'est au doyen des juges d'instruction, quand il n'y a pas de juge d'instruction de nommé, n'est recevable qu'à compter que la personne justifie soit qu'il y ait eu un classement sans suite, c'est ce qui est dit là, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de 3 mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Ça veut dire quoi? On dépose plainte au procureur ou on envoie par recommandé AR copie de la plainte qu'on a déposée au commissariat ou à la gendarmerie. À ce moment-là, en gros, je n'ose pas préciser, moi je le fais à compter de la réception, donc avec l'accusé de réception, on décompte 3 mois, on reçoit un classement sans suite, ça réduit le délai,
parce que là, c'est quand le classement sans suite, c'est quand on est informé que le procureur ne poursuivra pas lui-même. Sinon, on attend 3 mois, et à partir de 3 mois, et dans les limites de la prescription, on peut déposer plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges. Ah, ben voilà. Voilà. C'est pour ça, c'est ce que Laurent... voilà. Donc la victime n'est pas... Bon, c'est pas un parcours facile. Hein. Ça ressemble plus à un parcours du combattant. Maintenant, mais quand on dépose la plainte, alors la plupart du temps, ils demandent des éléments, l'avis d'imposition, des justificatifs divers et variés. Pourquoi ils demandent ces éléments? Parce qu'ils fixent toujours une consignation. Une consignation, c'est une somme d'argent que doit verser le plaignant, et ça viendrait compenser des dommages-intérêts pour plainte abusive. Maintenant, bon, c'est restitué après, à la fin, si c'est pas considéré comme abusif. Abusif veut pas... S'il y a non-lieu, ça ne veut pas dire que c'était abusif. Mais, et il faut fournir ces éléments de patrimoine, de revenus, pour que la consignation soit fixée. Surtout si on a des petits revenus, la consignation ne va pas atteindre des sommets stratosphériques. Une fois que la consignation est déposée, alors ensuite, le parquet ne peut faire autrement que de faire une réquisition afin d'informer de pure forme, et un juge d'instruction est nommé. Alors après, ça ne veut pas dire que le juge d'instruction, parce qu'un juge d'instruction qui voit un truc sur une plainte classée sans suite, bon, ça peut aboutir, mais ça... Voilà, donc rien ne dit qu'il sera excessivement pressé d'instruire. Qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? Ah bah, bon, ça veut dire qu'il peut prendre son temps. Hein. Parce que la plainte n'est pas fondée. Oui, mais après, de toute façon, au bout de 6 mois, on peut lui demander où il en est. Hein. Et voilà. comment tu l'as... Non, c'est un article de la procédure que j'ai pas mis pour aller vite. Hein. Pour aller vite, parce que là, on est quand même bientôt à la fin. Je voudrais quand même qu'on discute un petit peu. Et donc, mais enfin, en tout cas, j'ai vu quand même des condamnations aboutir après des plaintes qui ont été classées sans suite. Hein. C'est pas assez. Je dis pas que c'est d'une facilité déconcertante, mais enfin, ça n'a rien d'insurmontable. Simplement, ce qu'il faut, par exemple, pour un avocat, c'est vraiment avoir le pied dans la procédure, la surveiller un peu comme du lait sur le feu, et puis au besoin relancer. Hein. Bon, histoire qu'on dit coucou, je suis là, quoi. Hein. Mais tu relances tous les combien en fait, parce que Je crois que c'est 6 pas... mois. 6 mois. On peut demander où ça. Voilà. Et puis de toute façon, sinon, si ça bloque, on peut aller dans la chambre de l'instruction. Il y a des procédures là-dessus. Voilà. Donc il y a quand même, c'est l'application purement et simplement de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Hein. Voilà. Donc on n'est pas dans l'insurmontable. Après, on saisit la chambre de l'instruction pour que ce soit audiencé. Bon, mais on n'est quand même pas dans quelque chose d'insurmontable. Voilà. Attends, je termine parce que voilà, ce que je voudrais, c'est terminer pour qu'on puisse débattre un petit peu. Voilà. Donc, alors après, effectivement, on s'est après, il y a aussi une prise en compte parce qu'il y avait une grande oubliée de la procédure, c'était la victime. Donc, qui se constituait partie civile, mais qu'on voyait la plupart du temps quand à l'audience. Oui, c'est ça. Je l'ai jamais vu cité d'ailleurs dans tout ce que tu as. Non, il ne la cite pas dans les textes. Voilà, donc, et pourtant, maintenant, on va quand même vers de plus en plus d'égalité des armes entre défense et victime, entre défense et partie civile, pardon. Équité, donc. Voilà. Voilà. Et là, voilà le principe de à charge et à décharge. J'ai remis l'aspect à charge et à décharge 2 fois. J'ai dû noter l'article 80 des J-France. J'ai dû avoir un coup de pompe à ce moment-là. C'est le juge d'instruction qui a...
C'est laissé à... Non, c'est pédagogique, c'est la méthode. C'est laissé au jugement d'une personne. Comme Voilà. tout à l'heure, Non, non. Oui, mais ça c'est reste toujours une décision de susceptible. personne. Ouais, mais c'est toujours susceptible de voie de recours. Alors après, c'est soumis à la chambre d'instruction, c'est soumis à tout ça. Même en général, un juge d'appel ne va pas contredire son collègue qui est passé. Alors, j'ai deux beaux exemples. Oui, mais c'est rare. Oui, mais Ah ouais, deux miens. deux exemples. Ouais, ouais, mais quand même, où là, ça a été une leçon de. La deuxième, ça a été une leçon de droit au juge d'instruction. Alors là, waouh, quand j'ai Ça vu ça. dépend des affaires. Voilà. Et voilà. Alors ça a été je crois, une des introductions de la loi présomption d'innocence et droit des victimes. C'est les demandes d'actes. On peut faire des demandes d'actes d'enquête, d'actes d'instruction, procéder à des auditions, production de pièces, et toute autre chose, enfin, des demandes d'actes d'enquête, d'actes d'instruction. Tout le monde le fait. Les parties, ça comprend le mis en examen, le ministère public, Et la partie civile. Et la victime, Ah elle ouais. va s'adresser directement à qui pour faire la demande d'acte? Au juge. Au juge. Au Quand juge. il voit une victime qui lui envoie un écrit, le juge, il le classe. Ah non. Sans avocat. Non. Oh, Ah bah, il vaut toujours mieux un avocat, de toute façon, dans ces cas-là. Mais même sans avocat. Ouais, non, mais il faut. Non. Ça dépend. Non, là, je suis pas. Là, c'est. Non. Mais. Non, mais en tout cas. Mais pourquoi? Parce que. Ensuite, donc, il y a un délai, je ne sais plus si c'est un mois ou deux, pendant lesquels, s'il ne répond pas, ça vaut refus. Ou il peut refuser expressément. Et à ce moment-là, ce refus est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction, d'appel et de cassation. Tout est susceptible d'appel et de cassation, y compris les refus de demande d'acte. Donc c'est bien, mais ça prend du temps. c'est bien, mais ça prend du temps. On va quand même vers un rééquilibrage qui n'est pas. Alors que la police, elle agit tout de suite. Mhm. Voilà. Donc, mais le, Ah, mais, ouais. et le. Ah, si, Ouais. c'est du temps. Oui. Et, Ce cas, l'instruction, elle est rapide. et le Elle parquet. est rapide, elle intervient dans les premiers temps. Et voilà. Donc après, bon, sous des conditions de forme, mais un refus de demande d'acte est susceptible d'appel et de pourvoi en casse. Et c'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que, malgré tout, on peut dire que les parties civiles ont fait vraiment leur entrée dans le cabinet du juge d'instruction à partir de cette possibilité. Alors après, c'est aussi pour rapprocher un petit peu, par exemple, les pouvoirs d'enquête qu'ont les parties, qu'ont l'accusation et la défense dans les procédures accusatoires. On peut quasiment, on a bien vu pour Strauss-Kahn, bon, et ça c'est quand même pour les clients qui ont les moyens, avoir une agence de détective et puis ensuite confronter les preuves. Bon, là, on peut malgré produire un rapport, par exemple, d'un privé. C'est pas un élément hyper probant en soi-même, mais par exemple, ça peut motiver une demande d'acte dans le même sens, pour confirmer. Et à ce moment-là, ils auraient du mal à la refuser quand même. Les privés, tu les fais convoquer par le biais Non, d'un non. avocat? Non, on les contacte comme ça. On leur demande, ils rendent un rapport, et ensuite, ils n'ont même pas besoin d'aller devant le juge. On rend le rapport, on dit il semble d'après ce rapport que ça et ça. Et je formule une demande d'acte en vertu de l'article 82.1 du Code de procédure pénale, dans le même sens pour confirmer, pour établir, etc. Voilà, donc il y a, bon, c'est pas encore, on oublie toujours, on est sur un échiquier, on a les noirs, hein. D'ailleurs, mais on est quand même dans un rééquilibrage. Avant, il y avait peut-être 4 ou 5 coups d'avance, quoi, hein. Voilà. Donc, il faut... il y a donc une instruction, des demandes d'actes, et là, voilà, le refus écrit ou implicite du juge d'instruction est susceptible de voie de recours. En pratique, être prudent avec les demandes d'actes, hein, parce que, et toujours la faire approuver par le client. Et pourquoi
ça aggraverait la situation du Ah bah par exemple, on demande l'audition de quelqu'un, d'un témoin dont on pense qu'il va être favorable et qui vous explose totalement. Si on n'a pas l'accord du client avant, on peut faire une déclaration de sinistre à la compagnie d'assurance de l'ordre. Voilà. Voilà, donc c'est bon, simplement, bon, soit on va à la maison d'arrêt, on lui fait signer un bon pour accord, ou alors sinon un mail, hein, si on fait un échange de mails, d'accord, là c'est bon. Voilà, et voilà les fameuses commissions rogatoires. Alors la commission rogatoire, on peut appeler ça familièrement, excusez-moi, une délégation de pouvoir. Comme il ne peut pas enquêter lui-même partout où il est, simplement, bon, bah, il demande à des personnes bien qualifiées de le faire à leur place, bah, un juge, un autre juge, ou une autorité de police, voilà, donc... c'est ça. Voilà. Mais elle obéit à un certain formalisme. Elle obéit à un certain formalisme, ce qui fait qu'il faut regarder également les PV de commission rogatoire, des fois qu'ils oublient des mentions, à ce moment-là, on peut la faire sauter. Sachant que, et ça j'en profite justement, sur les demandes de nullité en procédure pénale, une nullité n'implique pas forcément la nullité de toute la procédure. Hein. Par exemple, vous avez Nicolas Blondiot, qui a violé et tué la petite Océane, qui est maintenant un des 3 condamnés avec Fourniret et Pierre Baudin à la perpétuité réelle, confirmé en appel. Je crois qu'il n'y avait pas d'avocat sur la garde à vue, on lui avait pas dit, la garde à vue avait sauté, mais il y avait tellement d'éléments à côté que... Et puis à ce moment-là, le juge, il peut le réécouter. Hein, voilà, donc même si la garde à vue saute, ça... En fait, et alors la question se pose, quand il y a une pièce du dossier qui saute, qu'est-ce qui saute avec? Bah, c'est essentiellement tous les actes, toutes les pièces qui sont les conséquences de cette pièce-là. Voilà. Et c'est mais ça, on en reparlera plus en détail, ce qu'on appelle la théorie du support nécessaire. C'est-à-dire que la nullité, c'est la Cour de cassation. La nullité d'un acte entraîne la nullité des actes dont cet acte nul est le support nécessaire. C'est le principe du château de cartes, hein, tout simplement. Hein. Ah, voilà. Donc c'est. Alors de ce côté-là, la reine des nullités, ça quand on l'a, effectivement, on est content. C'est soit la nullité dans la constatation de l'infraction, bon, la nullité de l'interpellation. Alors.